Voilà, alors, nous allons parler, je l'ai dit, des illusions concernant le rôle des élus et plus généralement la place des intellectuels, de ceux qui se présentent comme des élites dans la société et le rôle qu'ils pourraient avoir dans notre émancipation. Parce qu'à l'approche des élections présidentielles, tout le monde est au credo, tout le monde fait des promesses et certains commencent déjà à se déchirer pour tel ou tel candidat. Mais il nous faut déconstruire la façon de penser erronée qui a été inculquée par les classes dominantes occidentales. Alors nous partons par exemple d'une conversation avec un militant qui nous disait « Mais il ne faut pas que Macron repasse. Mais si Macron repasse, il va réimposer le vaccin obligatoire, etc., puisqu'il aura une légitimité. Donc, il faut à tout prix détrôner Macron. Et il faut changer de président. » Alors, c'est là le piège. Parce que si on remonte en arrière, on va voir que, quel que soit le président qui vient au pouvoir après des élections, on va vers des désillusions. Rappelez-vous, Sarkozy, il y a des gens qui avaient dit, ouais, ça va libérer l'énergie individuelle. On a connu des infirmières libérales qui disaient, il a dit travailler plus pour gagner plus, donc, même si je travaille plus, j'aurai beaucoup d'argent, etc. Et puis tout le monde a dit, mais Sarkozy, c'est un scélérat. C'est quoi? C'était déjà une amorce de Trump. Et puis après, on dit, bon, il faut le changement. Il faut le changement. Mais on a mis Hollande. Hollande a fait tous les 400 coups. Et tout le monde a dit, mais c'est ça le changement, c'est pas bon. Ah non, mais c'est pas bon. Ah, il faut le changement. Ah, ben, pour le changement, il faut un jeune nouveau qui n'a pas été corrompu par la politique. Peu importe s'il fut banquier des Rothschild. Il faut mettre un jeune qui ne soit pas dans les partis politiques. Parce que les partis politiques, on a mis Macron. Aujourd'hui, tout le monde constate que c'est un scélérat de la pire espèce. Il ne faut pas qu'il repasse. Tout le monde, sauf les gens qui tirent leur intérêt et puis qui disent voter Macron. Bon, bref. Aujourd'hui, on va nous dire, bon, il faut le changement, il faut mettre quelqu'un d'autre pour, etc. Mais il faut bien comprendre, justement, à travers cet exemple français, que la personne du président, quelle que soit sa couleur politique, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, n'a rien à voir avec l'application d'une politique par un pays. Ça n'a rien à voir. Nous allons en parler. Mais je veux reprendre l'exemple des États-Unis. Quand Obama est arrivé, hein, un noir est arrivé à la présidence. Ah, il va défendre les noirs. Oui, oui, oui. Ah, et puis il a un bon programme pour la santé. Il y aura enfin un système de santé et de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il reste d'Obama? Il n'a rien fait pour la communauté noire. Il a développé la guerre et il a initié la guerre des drones. C'est lui qui l'a initié et qui a fait que des milliers de civils ont été tués par des drones américains. C'est ça, Obama. Et puis sa fameuse, on aurait pu dire, bon, mais il a fait ça qui n'est pas bien, mais quand même, il a porté un projet de sécurité sociale. Où est le projet de sécurité sociale d'Obama? Il a fait passer une petite loi, etc. Mais les lobbies, les groupes de pression ont interdit que cela ne se mette en réalité. Donc ce n'est pas le monsieur Obama qui change la société, président de la plus grande puissance internationale. Ah bon, il est parti. Trump arrive. Bon, Trump n'est pas simplement un malade mental qui dit n'importe quoi, qui touche la reine d'Angleterre. Non, c'est pas ça. C'est ça aussi. Mais Trump, c'est un milliardaire lié au réseau financier, au lobby républicain. C'est d'ailleurs pour cela que même s'il n'est pas président, il reste très puissant. C'est ça, Trump. Et puis, il n'avait pas de formation politique qui puisse lui permettre de gérer les questions internationales. Il a fait tout et n'importe quoi. Il a fait à Miami avec Kim Jong-un. Et puis après ça, il a dit... Non,
Mais rien n'a changé de fondamental dans la société américaine. On a dit, ah, Biden sera plus gentil. On court derrière Trump, c'est un fou. Mais depuis que Biden est là, qu'est-ce qui se passe? Biden n'a absolument pas mis en pratique les réformes qu'il avait annoncées. Non, il n'a pas mis en pratique. Et au contraire, il est allé plus loin que Trump dans la façon d'attiser les guerres mondiales. C'est lui qui mène le bal concernant la question de l'Ukraine. Donc, il faut comprendre que de notre esprit doit sortir l'idée qu'un homme, bon, méchant, qui a fait des promesses, puisse améliorer notre sort et changer la réalité. Il ne s'agit pas de changer des dirigeants, il s'agit de changer le système qui est organisé pour entretenir les inégalités. Et donc, il faut que nous déconstruisions dans notre esprit l'idée qu'un sauveur suprême, qu'un individu à qui on va déléguer des pouvoirs pourra porter réponse à nos problèmes quotidiens. Mais au-delà de l'individu, parce que ça rejoint une aliénation qui est plus grande, la vision qu'on a de l'intellectuel, de celui qui dit savoir, qui parle dans les médias, qui dit voilà ce qu'il faut faire ci. Il a étudié, il a des diplômes, il est haut placé, il a des relations, il parle bien, cet intellectuel. Et nous allons voir deux exemples concernant les problèmes économiques de notre société. Il y a le chômage, il y a la vie chère, etc., etc. Il y a des économistes qui sont perçus comme de grands intellectuels, qui ont pignon sur rue, qui sont dans tous les médias, BFM, etc., et qui viennent quotidiennement donner un message. Voilà la solution en matière d'économie. Il faut être compétitif. Il faut ceci, il faut cela. Il faut tenir compte du PIB parce que le taux de croissance permettra de faire ceci, faire cela. Et en fonction de ça, voilà ce qu'il faut faire. Et si vous ne faites pas ça, c'est que vous ne respectez pas ce que disent des gens intellectuels, compétents, diplômés, et donc vous êtes couillon et vous n'allez jamais réussir. C'est ce qu'ils ont dit qui est bon. Ça, c'est de nos intellectuels en matière d'économie. Alors, autre exemple, avec la lutte contre la crise. Un conseil de défense vient, après avoir consulté des prétendus scientifiques, vient donner des consignes aux politiques, et Macron, Véran et tous ces autres individus viennent vous dire, vous n'êtes pas scientifique. Voilà ce que la science a dit. La science a dit qu'il faut se faire vacciner avec Pfizer pour sauver la société. Et si vous ne faites pas ça, vous êtes un obscurantiste, un imbécile. Vous tuez vos grands-parents. Ah, il faut écouter ça parce que des scientifiques, des intellectuels ont dit. Que nous disent ces deux exemples, celui de l'économie et celui de la santé? Premièrement, que les réponses portées par le peuple tous les jours, ça ne compte pas. C'est ce que les paroles autorisées disent qu'il faut obligatoirement faire. En matière économique, si les gens ne se débrouillaient pas pour manger, pour trouver des solutions quand ils sont au chômage, quand ils sont dans la difficulté, quand ils sont endettés, d'où viendraient les solutions? Le peuple martiniquais qui a survécu au temps de l'amiral Robert, est-ce que c'est parce qu'il y avait des penseurs économistes qui lui disaient ce qui était bien ou pas? Ou bien n'est-ce pas parce qu'ils ont créé ce qui leur permettait de survivre? De tous les domaines de l'économie, les gens se battent, ils créent, ils inventent. Oh, mais ça ne compte pas pour nos grands savants intellectuels. Savez-vous que dans l'économie mondiale, l'économie officielle qui applique les directives de l'OMS et de toutes leurs instances, de tous leurs grands économistes, dans le poids de l'économie mondiale, ça représente 20%. Quand vous êtes dans un pays
d'Afrique, d'Asie, ce qu'ils appellent l'économie informelle, qui fait que le monde vit, que les gens mangent, que les gens se logent, ça correspond à 80% d'économie, mais ce n'est pas quantifié par les économistes savants. Ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de l'économie qu'ils contrôlent, la bourse, les grandes entreprises, etc. Mais c'est une façon de nier le savoir populaire, la réalité du travail populaire, de l'économie populaire. C'est totalement escamoté dans tous les chiffres et tous les discours qu'ils tiennent. Ça, c'est la première leçon qu'on tire de nos deux exemples. La deuxième leçon, c'est que cette façon de voir exprime un mépris de classe, un mépris idéologique de classe. Ces gens qui s'autoproclament détenteurs de la vérité, qui méprisent le savoir populaire, qui disent en fait à ceux d'en bas, vous n'arriverez jamais à rien si vous n'acceptez pas notre parole de scientifiques, de diplômés, de médiatisés. Mais ces gens-là expriment un profond mépris de classe idéologique. Mais en même temps, concernant la recherche de leur profit, ils savent bien que le peuple possède un savoir indispensable à la vie de la société. Je prends l'exemple des plantes médicinales. Ces voyous, ces criminels ont empêché qu'on soigne les gens atteints du Covid avec des plantes médicinales locales, avec la médecine traditionnelle. Ils ont tué des gens en le faisant. Mais quelle est la politique des laboratoires pharmaceutiques depuis des décennies? Ils vont chez les Indiens, chez les Africains, en Martinique, chez les vieux. Ah oui, c'est quelle plante vous utilisez? Ah bon, comment vous faites? Ils partent avec le savoir populaire. Ils disent, mais ils savent faire ça, ça guérit. Mais qu'est-ce qui fait que dans ça, ça guérit? Et ils isolent la molécule. Et quand ils ont isolé la molécule, eh bien, ils font un produit pharmaceutique qu'ils vont vendre. Et puis, ces messieurs prennent une loi pour vous interdire l'usage de plantes médicinales, pour vous ordonner de les arracher, donc pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Monsieur le préfet Stanislas Gazelle téléphone à un maire pour dire il faut interdire un marché où on vend des plantes médicinales. Mais ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un savoir populaire. Les gens ignorent la valeur de ce savoir-là. Ils le méprisent, ils l'insultent, mais ils récupèrent ce savoir populaire-là pour faire de l'argent. Donc nous avons ici, en matière de déconstruction, à débusquer une double escroquerie. D'abord, ceux qui s'autoproclament intellectuels, seuls détenteurs de la vérité, ils ont été formatés par le système dominant dans ces universités. Vous savez que j'aime donner des exemples personnels, pardonnez-moi. En tant qu'étudiant de psychologie, j'avais un livre qui avait un chapitre qui disait comment influencer les foules, comment agir sur l'opinion. Et ces intellectuels-là donc sont formatés, ils ont des diplômes qui leur sont donnés par le système dominant, qui sont en quelque sorte l'attestation que mon intérêt sera défendu par cette personne. C'est pour cette raison que leurs thèses ne remettent jamais en cause le système économique, l'organisation du système politique dans la société. Ils n'acceptent jamais l'idée de dire la société est divisée en classes hiérarchisées dont les intérêts sont contradictoires. Alors tous les diplômés qui viennent bavarder, s'ils ne vous expliquent pas cette donnée-là, que la société est divisée en classes hiérarchisées, ce qui est une réalité scientifique et constatable, et que les intérêts de ces classes-là sont contradictoires, ce qui est non moins scientifique et non moins contestable, eh bien, ces gens-là, ils servent le système. Alors, il faut qu'ils fassent un travail pour discréditer ceux des intellectuels qui développent des thèses et justement qui pourraient démasquer. Par exemple,
on ne parle pas des grands penseurs scientifiques, reconnus internationalement, qui ont expliqué la société, les luttes de classe, etc., et dont les théories ont permis que des millions de gens changent leur vie, avancent vers l'émancipation. Au contraire, on va essayer de les diaboliser. Remarquez comment certains intellectuels mènent un combat acharné pour discréditer Marx. Karl Marx, le marxisme. Posons une question. Pourquoi sont-ils aussi acharnés contre le marxisme, contre Marx, que ne le sont tous les dirigeants capitalistes? Quelle coïncidence bizarre. Ben non, c'est tout simplement parce qu'ils ont les mêmes intérêts, conserver la classe. Alors Marx, il ne faut pas le lire parce que c'était un blanc juif européen. C'est tout, ça suffit comme argument. Ah, monsieur, c'est un marxiste? Oui, mais Marx était un blanc juif européen. C'est une théorie en Occident. Donc il faut absolument pour eux discréditer, diaboliser ceux qui risquent de donner des armes théoriques aux gens qui luttent, ceux qui visent à les empêcher d'aller vers des intellectuels révolutionnaires, puisqu'il en existe, il en a toujours existé dans le monde. Alors, il faut dire que de cela, il faut dire que le mouvement populaire, les militants, doivent comprendre qu'il faut s'appuyer sur une formation valable, indépendante, critique, qui lui permette d'accéder, d'une part, à la compréhension du développement des sociétés, et d'autre part, de débusquer les charlatans, ou plutôt le charlatanisme des intellectuels et des politiciens qui ne sont là que pour servir les classes dominantes. Mais la deuxième escroquerie qu'il faudra démasquer, c'est celle qui se cache dans les méthodes utilisées pour conquérir le pouvoir et pour s'y accrocher. Alors, pouvoir pas seulement électoral, mais aussi dans la société, la possibilité d'agir sur un certain nombre de personnes, l'amener à avoir des comportements qui satisfassent les intérêts du charlatan en question. Hein? Et pour prendre un exemple, je vais parler de l'extrême droite en France. Pour tous les mouvements d'extrême droite en France, l'argument de l'immigration, du danger de l'immigration, c'est celui qui est le plus utilisé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire aux travailleurs français? Les immigrés prennent votre travail, ils grèvent le budget de la sécurité sociale, on leur donne de l'argent, et si cet argent restait dans nos comptes, eh bien, vous voyez votre intérêt égoïste individuel, hein, vous auriez plus d'argent, et l'État aurait pu donner. Alors, si j'arrive au pouvoir, vous pensez bien que je ne vais pas donner d'argent aux immigrés, et puis je vais vous donner plus de primes et d'argent. Évidemment, c'est de la démagogie, puisque les immigrés cotisent à la sécurité sociale. Et si vous courez derrière les immigrés, le budget de la sécurité sociale va fondre. Et vous savez, le poids des travailleurs immigrés en France, aux États-Unis, etc. Donc, la question de la prise du travail, on sait également que le travail principalement effectué par les immigrés, c'est celui dont les travailleurs français ne veulent pas parce qu'il est très mal payé, parce qu'il est physiquement éprouvant, etc. Et que si les immigrés partent, comme aux États-Unis, ils avaient fait une journée sans nous, tous avaient fait grève, ben les hôpitaux, fait tout, partout où la main-d'œuvre haïtienne, portoricaine est employée, ben ils étaient en crise. Donc, voilà l'argument qui est utilisé, mais comment ça fonctionne? Eh bien, il prend une préoccupation sincère, réelle des gens, je n'ai pas de travail, je ne peux pas toucher beaucoup d'argent à la sécurité sociale, et il donne une fausse solution qui a le mérite de diviser les gens, de leur attirer des électeurs bien sûr, mais de diviser les gens et d'empêcher qu'on ne pose la question du système et de la lutte des classes. C'est ça. Et comme ça marche politiquement,
les gens n'étant pas formés, n'ayant pas de contre et propagande, l'ensemble de la classe politique s'empare petit à petit. On parlait du Front National, mais aujourd'hui, le LR En Marche et tout le monde utilise également l'argument de l'immigration et met des barrières aux frontières, etc. Donc, c'est ça la méthode des charlatans qui travaillent au service du système et des classes dominantes. Dans ça, on ne parle pas de contradiction de classe. On ne parle pas du fait que l'immigré travailleur, en se joignant à l'ouvrier français, va constituer une force pour obliger le gouvernement à améliorer le sort de tous. Donc, on gomme la question de la lutte des classes, c'est totalement évacué, et c'est l'une des façons de voir, encore une fois, est-ce qu'un politicien ou un intellectuel est là par opportunisme, par égoïsme, qu'il manipule, c'est l'absence de ces explications-là dans son langage et le fait que ces arguments sont des arguments qui jouent sur l'émotion, le sentiment. Ah, on nous fait des méchancetés. Et qui nous fait des méchancetés? C'est lui. Donc il faut être contre monsieur. Mais quelle méchanceté? Pourquoi? Donc on va gommer tout ça. Alors, au-delà de cette façon de s'appuyer sur des idées primaires qui sont dangereuses pour orienter la position des gens et recueillir leur adhésion, il faut comprendre que dans tous les domaines, cette méthode-là est employée. L'extrême droite occidentale s'appuie sur quoi pour parler de la question de l'immigré? Il s'appuie sur la base de divisions raciales et de théories racistes qui ont été inventées, qui ont été créées de toutes pièces par des intellectuels précisément qui servaient les classes dominantes au moment où l'occupation et la domination coloniale s'installaient. Le résultat, c'est bien sûr que dans tous les pays du monde, les peuples noirs sont discriminés, qu'ils sont surexploités, qu'ils sont opprimés, qu'on les tue comme des lapins, qu'on les désigne comme boucs émissaires quand il n'y a pas de travail, etc. Mais c'est le résultat d'un travail idéologique initié par les classes dominantes occidentales pour le dessein colonialiste. Ça, c'est le résultat. Et l'aliénation des peuples occidentaux, des pauvres, des paysans, qui se retournent contre les immigrés, qui se retournent contre les Noirs, qui sont racistes, qui tiennent des propos racistes, c'est un résultat de cet endoctrinement. Ça ne peut pas gommer le fait que les intérêts de classe de ces gens qui disent des insultes racistes et qui sont pauvres sont les mêmes que ceux des Noirs qui sont opprimés, sauf qu'ils sont aliénés et qu'ils ne s'en rendent pas compte. Il faut bien entendu de la formation, des expériences de solidarité pour arriver à réunir le tissu des opprimés et afin qu'ils aient la force nécessaire de lutter contre le système. Tous ceux qui maintiennent des positions, qui développent des théories fondées sur le racisme, le découpage arbitraire créé par des colonialistes pour dire il faut faire ça, il faut rejeter tous les blancs sont hypocrites, les noirs, etc. Ce sont des gens qui servent le système. Quelquefois de façon inconsciente, parce qu'ils sont pas formés et tout ça, mais souvent, ce sont des intellectuels conscients qui savent que la lutte des classes, ce n'est pas leur fort. Ils ne vont pas vouloir perdre leur privilège ou leur statut de « je sais, j'ai des diplômes ». Donc, il faut orienter l'attention sur des questions émotionnelles, y compris racistes, qui ont été créées par les Occidentaux, de façon à avoir l'air de lutter, l'air de contester le système, mais en étant dans son confort petit bourgeois et égoïste. Donc,
toutes ces théories qui s'appuient sur les questions raciales sont en fin de compte au service de la colonisation et de la domination des classes dominantes. Alors, pour terminer avec la question des élections, il faut dire que la démocratie représentative qui a été mise en place par la bourgeoisie, pensée, conçue, mise en place par la bourgeoisie, eh bien cette démocratie dite représentative a pour but de semer au sein des classes dominantes l'illusion qu'elles peuvent choisir leurs dirigeants. De même qu'au casino ou au loto, on donne aux joueurs l'espoir de gagner le gros lot et d'accéder au bonheur, eh bien on va donner aux électeurs l'espoir de gagner le gros lot ou d'améliorer son sort en misant sur tel candidat ou tel autre candidat. C'est l'illusion. Sauf que la différence, c'est quand vous jouez au loto, il y a quelques-uns quand même qui vont se faire la part belle, qui vont gagner des millions et puis qui vont changer de vie. Mais dans les élections, c'est pas ça. Pas mon en peuple là qui a fait, qui a tiré le gros lot au bout du compte. Pourquoi? Parce que le pouvoir reste entre les mains des maîtres du système. Ils ont pris leurs précautions et cela est garanti par les législations, par les compétences qui sont attribuées aux institutions sous contrôle. Par exemple, la Cour des comptes va exiger qu'une municipalité licencie des personnels pour équilibrer ses comptes. Donc, le pouvoir reste entre les mains de la classe dominante parce qu'il a établi des législations, il a défini des compétences très limitées pour les institutions parce que le rôle de l'argent et des lobbies continue à être déterminant et le rôle également des médias qui conditionnent avant, pendant et après les élections. Donc, il nous faut déconstruire cette idée que tous ces candidats, pas bons politiques, etc., mais t'as moins mauvais. La théorie du moindre mal en matière d'élection, ça ne tient pas la route, parce que le moindre mal va venir. Soit il vous avait promis la lune pour arriver au poste, et puis tout naturellement il va dévier, ou bien parce que même quand il a des bonnes intentions, le pouvoir s'est organisé pour qu'il n'ait pas la possibilité de changer quoi que ce soit. On a dit plus haut un certain nombre d'exemples. Donc, la question de la participation aux élections, nous ne pouvons l'envisager qu'à une seule condition. Il y a un mouvement populaire organisé, avec des gens conscients, structurés, qui mènent des luttes partout et qui établit un rapport de force en faveur des couches populaires et sur la base d'une lutte puissante et qui désigne sous son contrôle donc qui désigne des gens qui seront mandatés pour être leurs représentants et qui peuvent être contrôlés. On voit qu'au Venezuela et en Bolivie par exemple, les mouvements populaires avaient pu porter au pouvoir des dirigeants qui ont inscrit dans la Constitution, même si je suis élu président, à partir du moment où vous pouvez faire une pétition avec suffisamment de noms, je suis obligé de refaire l'élection pour vérifier si vous continuez à m'accorder la confiance. Venezuela, Bolivie, que ces bandits-là appellent dictature. Donc, c'est la condition, c'est absolument, je ne veux pas dire irresponsable, mais enfin, je ne veux pas qualifier péjorativement, mais ce n'est pas valable pour un mouvement populaire qui mène une lutte de dire jamais, dans aucune condition, nous ne participerons à une élection. Tous les mouvements révolutionnaires dans tout le pays du monde, sans exception, ont utilisé la voie des élections. Que ce soit Ho Chi Minh qui fut élu, que ce soit de tous les pays. L'Irak qui a mené la lutte armée en Angleterre, les FARC, tous les pays. Alors,
croire que, quelque part dans le monde, on pourra dire, bon, jamais, je ne veux pas d'élection, je ne connais pas les élus, tous ces, cela. Ce n'est pas cohérent. En tout cas, ça ne risque pas de faire la révolution et triompher. Il faut privilégier la lutte populaire et il faut utiliser, suivant la situation, toutes les armes qui peuvent contribuer, sous contrôle populaire, à faire la lutte avancer. Qu'elle soit radicale, qu'elle soit élective, qu'elle soit de protestation populaire, etc., etc. Que ce soit de boycott, que ce soit. Donc, pour changer le système, il faut s'appuyer d'abord sur la confiance en soi, pas sur la confiance en Macron, à Hidalgo, Tartampion et même Taubira. Non, il faut d'abord avoir confiance en soi et il faut surtout avoir confiance dans l'organisation collective du peuple. Dans l'organisation collective du peuple. Le mouvement populaire, c'est lui seul qui peut changer définitivement les conditions de vie. Alors, Martinique, pays nous, qui ça nous a tiré comme une solution? C'est qu'en nous organiser comme nous massivement pour soutenir la lutte qui se mène contre la dictature sanitaire, le licenciement des gens. Organisons-nous pour imposer qu'on prenne en compte nos revendications. Quand nous serons organisés, quand la formation aura été suffisamment répandue sur des bases valables, alors nous dirons collectivement, est-ce qu'il nous faut appuyer sur tel champignon, privilégier telle forme de lutte, mais cela, c'est de notre sentiment que ça ressort et non pas d'un casino où on va choisir tel ou tel candidat. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour une autre déconstruction. Mettez la route, arrêtez